Eh bien, salut à tous les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec Dimitar. Donc, on a déjà fait une vidéo sur Prépa chez toi, un podcast donc avec Jean et Dimitar. Donc, je sais pas quand c'est que ça va sortir, si c'est d'abord cette interview qui va sortir ou pas. Mais voilà, sur cette interview, on va se focus un peu plus sur les méthodes de travail en prépa et notamment focus sur les maths. Voilà, donc je te laisse Dimitar te présenter rapidement. Ça marche déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Dimitar, je suis étudiant à l'ESCP et en parallèle, j'ai fondé Préparationnel et aussi j'enseigne les maths et Python en fac de cybersécurité et j'ai eu l'occasion de coller dans plusieurs prépas parisiennes en maths. Super. Eh ben écoute, on va commencer par bon, tu t'es un peu introduit là sur ton parcours et maintenant que tu es à l'ESCP, mais dis-nous un peu ton parcours rapide en prépa, pourquoi tu es allé en prépa, Ouais. voilà. Je suis allé en prépa parce que je pensais que ça allait être vraiment une très bonne expérience. Parce que aussi j'étais intéressé par toutes les débouchés. Et in fine, je me retrouve à faire de l'entrepreneuriat dans l'éducation. Donc pas forcément en relation à la prépa, mais c'est très intéressant aussi. Et aussi, pardon, pas en relation à l'école de commerce, mais en relation finalement à la prépa. Et sinon, mon parcours, j'ai fait ma prépa à Saint-Louis. Et ensuite j'ai dû cuber à My Prépa. Donc voilà, globalement comment ça s'est passé. Ok, super. Alors du coup, on va parler un peu des ambitions, parce que j'ai fait quelques Yes. vidéos sur TikTok où je dis que ben, pour les étudiants là qui vont rentrer en prépa, c'est important d'avoir des ambitions dès le début et de viser ben, les écoles les plus Ouais, hautes, voilà, pour c'est avoir sûr. un objectif et être motivé durant les 2 années, voire les 3 années en prépa. Voilà, toi quand tu es arrivé, quelles étaient tes ambitions? Est-ce que tu as eu le SCP, est-ce que tu visais le top 3 ou un peu moins et tu as été surpris de tes résultats? Au début de ma prépa, vraiment l'objectif c'était le top 5. Voilà, je voulais avoir le 5, je l'ai pas eu en carré, du coup j'ai cubé. Et là vraiment l'objectif c'était le top 3. Et donc j'ai réussi à avoir le SCP. Franchement j'étais content. Et malgré un 5 en synthèse de texte, bah, grâce à des très bonnes notes en maths, ça a compensé et j'ai pu être admissible et du coup admis. Ok, bah écoute, super transition parce que j'allais justement te demander comment tu te situes au niveau des maths. Voilà, parce que chez Prépa chez toi, on montre l'importance des maths, notamment pour le top 5 et le top 3. Que si tu arrives à performer en maths et à être solide pendant des 2 années et que Mm. bah, ça suit au niveau des autres matières, ça va le faire pour atteindre tes objectifs. Donc, de ce que je comprends, ça a un peu été ton cas. Ça a été mon cas, c'est grâce aux maths que j'ai réussi à intégrer in fine, mais c'est pas suffisant, donc il faut travailler toutes les matières, faut pas oublier que c'est un tiers des coefficients au maximum en maths pro jusqu'à 11 à l'ESSEC, et donc il faut quand même être constant dans les autres matières. À titre d'exemple, en carré j'avais 18,5 par exemple en maths à l'EM et à l'EDEC, et bah, j'ai même pas eu schéma où il y a les maths de l'EDEC, et non de l'EM, et c'est parce qu'en fait bah, à côté j'avais pas eu de bonnes notes dans les matières un peu littéraires, vraiment des notes éliminatoires, et donc j'ai pas eu ce que je voulais, et en cube, bah, j'avais vraiment un profil homogène avec 16 ou plus dans toutes les matières, ce qui a permis vraiment de compenser une note faible. Donc les maths, c'est un gros plus, mais il faut pas se reposer juste sur les maths, travailler de manière un peu équilibrée quand même, sans délaisser aucune matière. Ok, d'accord. Et du coup, là, on va passer de manière un peu plus générale sur la prépa avant de se focus sur les maths. Sur les maths, Et ok. ouais. Et donc, j'aurais aimé savoir quelle était ta journée Hmm. type en prépa au niveau de ton organisation de travail. Voilà, parce que j'ai cru entendre avec le podcast avec Jean que tu avais Ouais, eu des phases où tu te levais super tôt. Voilà, est-ce que ouais. tu étais plus du matin, plus du soir? Bah, j'étais plus du matin. Donc, au bout d'un moment, je voyais que j'avançais pas en prépa, que c'était trop dur. J'arrivais pas à multiplier la quantité de travail. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je sois efficace dans le travail que j'ai. Et je me suis dit, bah, je vais être frais. Donc, je vais me lever à 5h30 du matin pour être efficace dans mon travail. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, ça s'est très bien passé. J'ai réussi à avoir un très bon rythme, à me lever tout le temps à la même heure et me coucher vraiment entre 21h et 22h. Enfin, 21h30 et 22h. Et ça me permettait vraiment d'être efficace, de m'endormir directement. Et bah, cette routine, ça m'a beaucoup aidé à progresser. Je faisais, je pense, bah, trop de maths parce que ça me prenait. Vraiment, je voulais progresser dans cette matière. Et j'avais tendance un peu à délaisser les autres matières. Donc j'étais très bon en maths, mais pas dans le reste. Et bah, en cube, j'ai pu rééquilibrer ça. Ok, d'accord. Et du coup, tu es arrivé à tenir ce rythme-là tes 2 premières années, c'est ça? Mes 2 premières années en début de cube, après je me suis dit c'est bon, le gros du travail est fait, enfin je commençais à avoir des bonnes notes dans les autres matières, donc je me suis dit sans me relâcher, mais je m'imposais pas ce rythme. En plus, my prépa où j'ai cubé, bah, la prépa restait ouverte jusqu'à tard, jusqu'à 22h. Il y avait une très très bonne ambiance, très bonne émulation. Du coup je restais plutôt le soir jusqu'à 21h dans la prépa pour travailler avec les autres, et du coup bah Ok. ça me permettait pas de ensuite me coucher à 21h, donc j'allais pas me lever à 5. Ok, d'accord. Ben,
moi, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi aussi, j'ai fait cette méthode-là de me lever assez tôt. Moi aussi, je me levais entre 5h et 5h30 et je me couchais à 21h30 à peu près. Et pour tous ceux qui sont à tester, hein, pour les étudiants, pour tous ceux qui sont plus du matin, alors déjà, on ne le sait pas forcément. Donc Moi, voilà, je savais pas avant d'être en préparé. voilà, donc déjà c'est à vous les étudiants de tester ce qui vous plaît le plus, ce qui vous convient le plus. Peut-être que vous allez vous dire le matin je suis endormi, 5h du matin, on est complètement crevé et tout. Non en fait, parce que si tu gardes le rythme et que tu te couches à 21h30, c'est comme si tu couchais à 23h, 23h30 et que tu te levais à 7h. Donc voilà, tester. Moi je sais que j'étais beaucoup plus performant le matin. Donc déjà dans le podcast vous en avez parlé, mais moi je ressentais exactement la même chose. À 5h du matin, tu es le seul à travailler. Donc déjà, il y a personne qui est levé, donc tu n'as aucune notification. Tu es dans ta bulle, il n'y a personne qui te dérange. Et en plus, tu es dans cet état d'esprit-là où tu sais que tu es motivé, c'est le matin, tu travailles avant tout le monde. Donc ça te met dans un mindset aussi qui est motivant et qui te donne confiance pour le reste de la journée. Et c'est vrai que moi, le soir, et les gens en général, on considère le soir comme le moment où tu te reposes, où tu vas un peu regarder ta vidéo YouTube ou penser à autre chose ou être un peu moins concentré. Et donc c'est vrai que moi du coup je m'enlevais le soir en fait. Le soir n'existait plus puisque je me couchais à 21h30, je mangeais, donc il n'y avait plus de soir. Et en fait je le remplaçais par le matin très tôt. Et le matin c'est pas là où je vais avoir envie de me reposer. Je viens de dormir, c'est pas là où je vais regarder ma vidéo YouTube. Donc j'étais parfaitement focus pour bien travailler et commencer après la journée. Donc je pense que c'est une très bonne méthode. Exactement. Et par exemple pendant les vacances ou pendant les révisions, si tu travailles beaucoup dès le matin, vraiment il est midi et tu as fait vraiment beaucoup, là t'es quand même satisfait de ton travail, donc tu peux potentiellement t'accorder un peu de répit à un moment. Par exemple moi quand j'étais un peu fatigué, ça arrivait surtout pendant les révisions, je commençais à travailler tôt, je faisais une sieste par exemple, et ensuite j'ai attaqué encore et j'étais motivé. Ok. Écoute, on va passer sur est-ce que tu faisais des plannings de travail, parce que aussi sur le TikTok et sur l'Instagram on parle beaucoup de ça. Moi on a même sorti une vidéo YouTube sur l'art de planifier ses journées et sa semaine. Voilà, moi je voulais aussi parler un peu des pièges qu'il y avait par rapport à ça. Mais tout d'abord, est-ce que toi tu planifiais tes journées, tes semaines, tes mois? J'ai un peu tout testé en préparé, pour être honnête. J'ai fait des plannings en moment. J'ai vu que ça me correspondait pas parce que je me sentais un peu prisonnier, enfermé dans des créneaux. Des fois j'arrivais pas à finir mon truc. Voilà. Du coup ça me correspondait pas forcément. Et la solution efficace pour quand même gérer son temps, équilibrer le travail entre les matières, c'était en fait pour moi de faire une to-do list matière par matière. Donc je me disais, j'avais des objectifs par exemple pour les semaines de vacances, il fallait que je fasse ça, ça, ça et ça. Et ensuite concrètement je détaillais tous les points, par exemple revoir l'Europe un premier jour, revoir l'Afrique un deuxième jour, etc. Et sur les 2 semaines, en fonction des continents géopolitiques en deuxième année, mais ça peut être des sujets de maths, peu importe. Et l'idée vraiment c'est de cocher les cases en fait, comme une to-do list, hein. Dès qu'on a validé un truc, il y a aussi cette gratification de se dire on avance sur la liste, et ça me donnait la liberté de choisir, ok là j'ai envie de faire de la géopo, là j'ai envie de faire de la philo, et de pouvoir faire un peu toutes les matières. En fait c'était très bien organisé, et l'organisation est clé en prépa, mais je me sentais un peu moins enfermé et me dire là il faudrait absolument cette matière. Je faisais quand même les maths le matin parce que j'aimais bien commencer par les maths, et ensuite potentiellement dans la matinée une autre matière, et l'après-midi j'essayais justement d'être un peu plus flexible sur les différentes matières, mais pas vraiment sur les matières ou l'ordre des matières, mais vraiment les tâches c'était ciblé. Je savais qu'il fallait que je fasse du thème grammatical, il fallait que je fasse des essais en langue, vraiment c'était calibré. Ok, d'accord. Tu vois, moi, je fais souvent un petit warning sur les to-do list. Bon, je pense que toi, tu te l'imposais automatiquement, mais c'est vrai que en règle générale, on peut faire une to-do list, lister de manière automatique toutes les tâches qu'on a à faire. Et le problème de ça, c'est qu'on ne fait pas une priorisation derrière de l'importance des tâches. Et malheureusement, on va faire dans l'ordre de ce qu'on a écrit, alors qu'en fait, peut-être qu'il y avait des tâches qui étaient bien plus importantes à finir et à commencer que celles qu'on a mises dans l'ordre. Voilà, donc moi, pour ajouter un peu par rapport à la to-do list, pour donner aussi un conseil aux étudiants, c'est que quand tu fais une to-do list, il faut aussi derrière mettre une notion de priorisation pour te forcer, déjà te poser, ok, j'ai tout ça à faire, mais quel est le plus important? Et comme ça va te forcer à te demander, à te poser quel travail je vais fournir qui va me rapporter le meilleur résultat. Voilà. Donc ça peut être par rapport aux difficultés que tu as dans certaines matières ou par rapport aux différents coefs que tu aurais. Voilà. Dans l'idée, j'avais quand même répertorié des tâches vraiment prioritaires, des trucs que je pouvais faire si jamais j'ai le temps, si jamais je suis vraiment motivé. Donc il y avait quand même cette notion dans chaque matière. Pour moi, la priorité, c'est toutes les
matières même, de garder un certain équilibre, et c'est vraiment ça qui m'a permis d'intégrer les vraiment meilleures écoles, le SCP, c'est d'être vraiment homogène in fine dans toutes les matières et avoir cet équilibre. Donc j'essaie de prioriser justement le fait de travailler les matières tous les jours. Vraiment mon objectif, même si c'était 10 minutes de vocabulaire, j'avais ça sur l'une des deux langues. Ok, d'accord. Et juste dernière petite chose aussi pour les to-do list, parce que moi aussi j'en faisais. Et le truc que moi j'ai remarqué, je sais pas si c'est ton cas aussi, c'est que imaginons je me mets une tâche à faire, en fait je vais passer plus de temps que ce que j'aurais dû passer parce que je me suis pas imposé un timing. Et je me suis rendu compte que si, toi aussi tu disais que tu priorisais, donc voilà, si tu priorises ta to-do list et qu'en plus tu te dis ok, pour cette tâche je me donne 1 heure ou 1 heure et demie, c'est différent que de te dire j'ai la journée pour ça. Parce que du coup, tu vas avoir un état d'esprit totalement différent quand tu vas faire cette tâche et en fait, tu te rends pas compte, mais tu vas prendre beaucoup plus de temps à la faire et être moins rapide. Et donc voilà, petit tips quand on fait des to-do list, peut-être en plus se mettre des créneaux. Ajouter le temps, ouais. Voilà, ajouter le temps, tout à fait. En fonction des matières, je m'étais après établi un pourcentage. Par exemple, c'était 50% de maths, peut-être 30% de géopo. Non, là, c'est pas très équilibré, je pense. Je me souviens plus exactement des pourcentages, mais voilà, c'était 10% en langue, peut-être un peu plus en culture générale en deuxième année, mais ensuite de établir un temps dédié à chaque matière de cet ordre de grandeur. En fait, ça dépend de vos niveaux dans la matière et aussi des coefficients sur la matière en 1. Ok, super. C'est super parce qu'on va faire une transition sur la répartition de ton temps de travail avec les différentes matières. Donc voilà, on a quand même souligné l'importance des maths, mais comme tu l'as dit, toi, ça t'a un peu manqué aussi les autres matières pendant tes 2 années. Donc voilà, comment toi, au niveau de ton temps de travail, tu répartissais ton temps? En première et deuxième année, je pense trop de maths, vraiment trop de maths, genre 60% de temps, parce que vraiment j'aimais bien les maths, je voulais progresser, être bon, et comme on était vraiment stimulé avec des exercices parisiennes durs, ça prenait du temps aussi, et du coup les autres matières j'avais tendance à les délaisser. Je faisais un peu de géopo, je faisais un peu de langue, mais c'était pas assez, même si je travaille beaucoup, du coup en temps c'était 1 heure, 1h30 dans les matières, mais j'étais pas efficace parce que j'ai trop fatigué, et toute ma concentration partait dans les maths. C'était la chose que je faisais dès le matin. Et en fait en cube j'ai réduit un peu mon temps de travail je pense pour parler plus de la cube, parce que c'est là que j'ai été efficace. C'était plus 40% de maths, et ça a représenté sûrement 4 heures de travail sur une plage. Vraiment j'étais disponible type vacances ou type révision. J'essayais de travailler 10 heures et plus 12, 13, 14 heures comme j'avais l'habitude en première ou deuxième année, mais vraiment d'être efficace dans le travail que je faisais. Et du coup il y avait peut-être aussi 2h, 2h30 de géopo, et 1h30 chaque langue, et 1h30 de culture générale. C'était ça ma répartition des maths. Ok, donc ça fait quoi? Ça ferait un 60% en maths En cube, du coup, plutôt 40, comme j'étais déjà bon. Ah oui, donc 40, et donc, après le reste, ça va 40, du coup c'est 4 heures en fait les maths, peut-être 2 heures de géopo, et ensuite les 4 heures restantes, je répartissais peut-être 1 heure de culture générale et 1h30 chacune des langues. Ok. Voilà, parce que c'est important, comme ça donne un peu un ordre d'idée. Du aussi, concret, vraiment combien de temps. Et encore une fois, moi c'était parce que j'étais bon en maths, et voilà, j'avais déjà un bon niveau, mais si c'est un point faible, vous pouvez le travailler un plus aussi. Ok, super. Alors, du coup, là, on va un peu se focus un peu plus maintenant sur les maths, parce que sur la chaîne Prépa chez toi, on parle quand même beaucoup de maths. La plateforme Prépa chez toi est plus sur les maths. Donc, voilà, je sais que tu as très bien réussi, toi, les maths. Ça a toujours été une matière forte de ton côté. Donc, première question assez globale, comment tu travaillais ton cours de maths? Est-ce que tu le lisais? Est-ce que tu faisais des fiches derrière? Est-ce que tu avais des notes? Voilà, comment tu révisais ton cours? J'ai testé pas mal de choses, et parler de ce qui a vraiment marché, c'était d'avoir une feuille en fait, sur laquelle il y avait le cours, en fait, le chapitre que j'ai dit. Et en fait, c'était d'écrire des questions. Par exemple, si on fait, un chapitre de suite, eh bien j'écris théorème de la limite monotone. J'écris un peu juste les titres des théorèmes, et ensuite ça me permet de regarder si j'arrive à le retrouver. Et s'il y a une hypothèse ou un théorème où je suis pas sûr, en fait, je regarde dans mon cours. C'est comme une flashcard en fait, c'est au verso, sauf que le recto il est sur ma fiche, le verso il est dans. Comme ça permet vraiment de pas recréer des choses, et vraiment de me trimballer juste avec une dizaine de feuilles, une vingtaine de feuilles pour les chapitres de maths. Ok, écoute, c'est super original parce que comme tu dis, c'est le système de flashcard en fait. Tu travailles ta mémoire de manière active, donc c'est une super bonne idée comme ça. Une autre astuce que
que j'ai entendu en prépa, que je faisais un peu moins quand même, mais qui franchement est efficace, c'est de faire la technique du blind test. En gros, on prend une feuille, on écrit toutes les notions qui nous passent par la tête sur le chapitre, et ça permet de vraiment voir si on a toutes les notions qui se mettent en place facilement, et en même temps potentiellement penser comment les appliquer dans l'exercice. Et une troisième chose pour vraiment apprendre le cours qui est efficace, c'est que j'ai beaucoup fait en cube, et ça m'a aidé aussi de manière très cool, c'était de s'interroger avec un ami. Tous les mercredis matins, je crois, avant de nous commencer à 9h, on avait une heure ou 30 minutes, ça dépend du temps qu'on avait. On se posait, on prenait le rondis, le petit formulaire rouge, et on se prenait un chapitre et on se posait mutuellement des questions. Et si jamais il y avait des points qu'on n'était pas sûr, on les notait. Et surtout, ce qui est important, c'est de noter les points de cours qui sont un peu bancals pour justement pouvoir insister dessus, les revoir et justement favoriser la répétition. En fait, tu refais vraiment ce qui est fait avec des flashcards, parce que là encore, c'est quelqu'un qui te pose une question, tu essayes d'y répondre. Et pareil, tu essayes de prioriser les trucs que tu sais moins. Et c'est exactement ce qui est fait avec les flashcards d'Anki, qui est un algorithme qui va te faire réviser ce que tu sais le moins. Et donc voilà, pour faire une petite transition avec les méthodes de Dimitar, c'est que les flashcards d'Anki, c'est vraiment le top. Moi, dans mes révisions pour apprendre par cœur, j'ai jamais trouvé mieux comme méthode que ça. Moi, ça m'a propulsé pour apprendre mon cours par cœur. J'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'en médecine, c'est un peu la méthode phare de tous les étudiants. Ils ont tellement de choses à apprendre que ils ont dû trouver la meilleure méthode pour apprendre par cœur. Et franchement, les flashcards, c'est vraiment le top. Et bon, après, en maths, c'est un peu plus compliqué de les mettre en place parce que nous, chez Prépa Chez Toi, du coup, on en a fait pour chaque chapitre. Et l'écriture mathématique, elle est un peu chiante à mettre en place sur Anki. Donc voilà, faut un peu s'embêter. Mais c'est le top parce que tu rentres vite dans le piège de relire ton cours de manière passive, lire le théorème et tu te dis oui, je le connais en fait. Mais non, parce que tu as lu le théorème et tu penses le connaître. Alors que non, s'il n'y avait pas le théorème en dessous, qu'on te disait juste le nom de théorème, tu te rendrais compte que peut-être, tu n'arrivais pas à le ressortir. Et souvent, ça, c'est un piège qui arrive souvent. Ouais, c'est ça. Et c'est très intéressant. Et moi, justement, pour mieux apprendre et comprendre mieux apprendre le cours, ce que je faisais, c'est que j'essayais de le prendre. Le premier travail, c'est de m'assurer que j'avais tout compris et que je savais. En fait, ce qui était cool dans notre cours avec notre prof, c'est qu'on avait beaucoup d'exemples concrets sur chaque point. Dès qu'on avait un point, on avait une application concrète et j'essayais de vraiment voir si j'avais compris concrètement dans les exercices comment aller utiliser le cours. C'est pour cette raison aussi que je faisais rapidement des exercices d'application. Limite, à un moment, je prenais un peu d'avance sur le cours. Je regardais le chapitre en amont dans les formulaires cours, les théorèmes importants et aussi les exercices d'application. Comme ça, j'étais bon en cours, je pouvais poser mes questions et c'est ça qui m'a aussi permis de vraiment passer à la vitesse supérieure en maths. Ok, justement, j'allais te poser la question. Nous, on parle souvent aussi de passer de la théorie à la pratique en maths. Voilà. Beaucoup d'étudiants ont un peu peur, tu vois, de se confronter aux exercices parce que c'est là où tu échoues malheureusement. Mais bon, faut pas avoir peur d'échouer, c'est là où tu prends et tu retiens les erreurs que tu fais et après tu les travailles. Mais voilà, toi, du coup, bon, tu as partiellement un peu répondu. Mais comment tu passais de justement ce travail sur le cours, sur apprendre le cours, à la pratique au niveau des exercices? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Je commençais avant de vraiment faire le cours même. D'abord, j'ai découvert les théorèmes et tout, et ensuite, je regardais les exercices d'application les plus simples pour me familiariser, parce qu'en fait, à Saint-Louis, on commençait vraiment dans le dur avec des exercices très compliqués. Du coup, avoir le rondi, franchement, le duno, les exercices un peu plus simples d'application, c'était vraiment bien pour commencer, pour travailler un peu les maths et TQM. Et comme ça, en cours, on faisait directement niveau parisienne, et donc ça lise quoi. Donc il y avait pas trop de temps de revoir les bases. Donc c'était juste propre à ma prépa. Sinon, je vous conseille pas spécialement de commencer à vous avancer. C'est juste une adaptation. Voilà, le cours il est dur, je m'adapte, je travaille en amont. C'est une idée. Franchement, je vous conseille de vraiment être alerte et vous poser des questions. Est-ce que ce que je fais en ce moment est efficace et comment l'optimiser, progresser? Il n'y a pas une méthode miracle qui marche les coups. Soyez alerte et posez-vous des questions à vous-même, aux profs. N'hésitez pas à participer en cours. C'est vraiment ça qui va vous permettre de... Ok. Et du coup, tu parlais des annales. Donc, toi, à quel moment tu as commencé à travailler sur les annales? Peut-être un peu plus tôt dans la prépa dans laquelle tu étais? Ouais, dès la première année, on avait nos DS, c'était des annales. Franchement, dès Noël, à la limite, je crois, pour le dernier CB, on avait une de l'EM assez rapidement, du coup. Et progressivement, de mon côté, vraiment où j'ai commencé à faire des annales, c'était avec l'EDEC. D'ailleurs, pour travailler le top 5, j'ai quasiment en première et deuxième année que justement, j'ai pareil, le petit livre aussi, les annales de l'EDEC, très efficace pour s'entraîner, pour avoir des indications et tout. Donc
c'est plutôt pendant les vacances où j'en ai fait beaucoup, entre la première et la deuxième année. Et ensuite, progressivement, j'ai commencé à faire des annales de parisienne dès la deuxième année. Mais c'est pas la chose qui m'a permis non plus d'exploser en maths. C'est vraiment en étant régulier sur les exercices classiques. C'était plus pour comprendre comment ça marchait. Et les exercices classiques, les refaire, je pense, c'est très intéressant. Et pour préparer chez toi, justement, c'est des exercices classiques, des annales qui sont extraits, donc tout à fait intéressant aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, avec prépa chez toi, de toute façon, on fait un peu, on essaie un peu de pousser les étudiants à, voilà, comme tu dis, travailler les exercices classiques qui tombent le plus souvent sur EDEC-EM notamment, parce que malheureusement, pas dans toutes les prépas, il y a ce travail qui est fait par les profs en maths qui poussent les étudiants à travailler, en fait, qui est demandé le jour J. Et voilà, le but, en fait, c'est d'attendre le moins possible avant de voir ce qui est attendu et de travailler justement sur ce qui est le demandé le plus souvent. Voilà. Bon, après, ça, c'est les conseils basiques, mais malheureusement, qui est peu fait par les étudiants. Voilà, donc on a parlé un peu des annales. J'ai fait une vidéo récemment sur YouTube qui va bientôt sortir là, sur le carnet d'erreurs. Et donc, j'en ai parlé pour les maths parce que aussi souvent, l'erreur qu'on peut faire quand on est étudiant, c'est de s'entraîner, ne pas avoir peur justement de passer dans le pratique et de faire des exercices, mais pas être attentif sur les erreurs qu'on fait et malheureusement pas les noter quelque part. Et au final, ça ne servait à rien puisque tu refais les mêmes erreurs. Donc, est-ce que toi, tu avais un petit système pour justement éviter ça? Ouais, j'en ai parlé pas mal avec Jean dans le podcast. C'était vraiment très important pour moi d'avoir ça. J'avais dans chaque matière, même en français, en orthographe, un petit carnet pour noter les erreurs d'orthographe que je faisais, en anglais, en allemand, tout ça. Vraiment dans toutes les matières, les règles grammaticales ou les erreurs d'orthographe que je faisais. En maths, pareil, tous les points de cours, j'ai dit, dès qu'il y a un point de cours que je connais pas bien ou qui me vient pas intuitivement comme ça, par exemple, je sais pas, je me rappelle que les formules de Taylor-Lagrange, les formules de Taylor de manière générale, elles sont quand même assez compliquées si tu les manipules pas tous les jours quand même. Et du coup, c'est bien de les revoir souvent. Effectivement, c'était un exemple de telle formule que j'avais dans mon carnet. Sinon, c'était vraiment dès que je vois un exercice et dès qu'il y a une astuce, une méthode, quelque chose de nouveau que je connais pas, je le note directement. Il y avait plein par exemple, des manières intéressantes, originales de montrer des inégalités avec la convexité, la concavité, ce genre de choses que j'avais dans mon carnet, avec des résolutions un peu plus rapides, astucieuses. C'était l'idée. Ok. Et est-ce que par exemple, tu notais aussi les erreurs que tu pouvais faire quand tu t'entraînais sur des exos? Des erreurs en maths en soi, j'avais pas vraiment d'erreurs. C'était pas vraiment un carnet d'erreurs où je notais mes erreurs, mais c'était plus où je notais les choses qui me manquaient on fait pas énormément d'erreurs en maths. On peut mélanger des théorèmes, mais c'est pas trop mon cas. Donc il n'y avait pas vraiment des erreurs. Peut-être des points de rédaction importants que j'avais ratés, mais c'était plus des idées, comment avoir de l'inspiration si on est dans ce contexte. Et c'est pas du tout l'idée de ficher des exos, c'était extraire le message, la morale de l'excuse. Ok, super. Écoute, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser sur la prépa et sur les maths. Là, j'ai quelques questions rapides, un peu plus générales. Et comme par exemple, avec le recul que tu as maintenant en étant étudiant à l'ESCP, quelle erreur, s'il y en a une ou plusieurs, tu aimerais ne pas refaire ou si tu devrais vraiment revivre la prépa, est-ce qu'il y a des choses que tu éviterais de faire? Ouais, c'est pas forcément avec le recul, avec le temps plutôt, de moins travailler les maths, même si c'est une matière que j'adorais, de plus avoir un équilibre dans les autres matières. Ça aurait pu m'éviter de faire une troisième année et d'atteindre plus rapidement mes objectifs. Et surtout, c'est pas forcément une erreur, mais ce qui m'a permis de réussir en cube, même malgré un 5 en synthèse, c'est vraiment d'être homogène. Donc même s'il y a des matières que vous aimez pas, je conseille vraiment, je vous incite à les travailler quand même. Par exemple, moi j'ai accompagné un étudiant en allemand et du coup il détestait l'allemand mais du coup il voulait faire des maths ou il est bon en maths et il fallait quand même qu'il fasse de l'allemand et c'est ça qui lui aurait été très utile dès le début de sa prépa finalement. On a tendance à faire ce qu'on aime beaucoup et pas travailler de manière comme ça générale en se disant l'objectif c'est les concours et c'est d'être le plus performant. Dites-vous, c'est beaucoup plus dur d'avoir 20 en maths, de passer de 18 ou de 17 à 20 en maths que de gagner 3-4 points en espagnol, en allemand, en anglais, dans toutes les matières. Si vous avez 10 et 13, la progression elle est immédiate. C'est sûr. C'est un peu l'histoire du Pareto. Hein. Il faut essayer en prépa 80% dans 20% d'efforts. Voilà, tout à fait. Et si tu arrives à le multiplier sur toutes les matières et sur le travail, tu rentabilises ton temps au maximum. Mais c'est pas facile de trouver les 20%
qui amène 80% du résultat. Donc après, comme tu disais, en plus, comme tu en parlais, il faut toujours, quand tu travailles, s'interroger sur est-ce que je fais bien, est-ce que je le révise de la bonne manière, que je pourrais pas réviser de manière plus efficace. Voilà, il faut toujours se demander est-ce que je fais les bonnes choses de la bonne manière et améliorer constamment sa méthode parce que la ressource la plus importante en prépa, c'est ton temps et malheureusement, si tu l'utilises mal, c'est plus compliqué. Donc voilà, le but aussi, c'est d'arriver à utiliser de manière hyper efficace son temps. Voilà. Et c'est pas toujours donné, notamment pour des terminales. Quand tu sors de tes années lycée, on t'a pas forcément appris à faire ça. Et donc voilà, faut arriver à s'adapter, à faire la bonne transition quand tu arrives à... La transition entre le lycée et la prépa, ouais, c'est quelque chose de pas facile. Donc en soi, ça commence à bien se paraître. Pendant les vacances, je pense que c'est vraiment essentiel. Moi, à l'époque, j'avais pas il y avait pas en fait tout simplement toutes ces chaînes sur les réseaux, sur YouTube, où on pouvait entendre parler de prépa, que je savais pas trop quoi faire. J'avais acheté un livre vraiment dur, genre immonde, même genre pour les prépas 1G. Et du coup, j'ai essayé de faire des exos, mais ça servait à rien. Du coup, j'avais passé mon été, enfin pas mon été, mais quelques semaines à travailler pour rien. Donc c'est bien qu'il y ait justement toutes ces infos pour trouver ce qui est efficace. Et comme ça, les anciens de prépa, ils partagent leurs conseils et ça permet d'être plus efficace dès le début de la... Tout à fait, totalement d'accord. Et j'en parlais justement avec Jean, on en parlait sur la chaîne. Pendant ces vacances d'été, nous on dit un peu ce qu'il faut faire. Souvent, les étudiants aussi nous posent des questions. Bien sûr, vous pouvez déjà consolider les bases que vous avez vues en terminale. Vous pouvez bien sûr prendre un peu d'avance, que ce soit en maths ou dans d'autres matières. Mais aussi, ce qui est très important, c'est de commencer déjà à regarder tes méthodes de travail, à voir si tu peux les développer, comment travailler de manière la plus efficace. Est-ce que tu es plus concentré le matin que le soir, comme on en parlait. Voilà, comme ça, quand tu arrives en septembre en prépa, tu t'es pas perdu et tu dois pas faire ce travail justement là de recherche de méthode. Tu l'auras déjà fait et tu commences en septembre prêt pour utiliser ton temps de la meilleure des manières. Donc voilà ce qu'on peut conseiller un peu aussi pour cet été pour les étudiants qui rentrent en première année et même pour les étudiants de première année, si vous avez des méthodes, vous voyez que vous pouvez améliorer vos méthodes, voilà, n'hésitez pas de travailler ça pendant... Comprendre les exigences des concours et ensuite justement trouver des moyens efficaces de travailler les liens, c'est absolument. C'est ça, souvent la grosse différence qu'il y a entre de très bons étudiants et des étudiants moyens, souvent c'est pas forcément qu'ils sont meilleurs ou qu'ils comprennent super rapidement. Il y en a, il y a plein de génies, on en voit en maths qui comprennent en quelques minutes ce que toi tu mets plusieurs jours à comprendre, mais c'est pas souvent ça. C'est souvent les meilleurs étudiants, c'est ceux qui arrivent à gérer de la meilleure des façons le temps et qui sont le plus efficaces possible. Donc voilà, il faut essayer de trouver la méthode qui te convient. Et voilà, il ne faut pas tomber aussi dans ce piège-là de recopier la méthode du meilleur élève ou du deuxième année qui a parlé de sa méthode qui marche bien pour lui. Voilà, chacun a sa méthode, chacun travaille de sa manière. Donc voilà, il faut arriver à développer ça aussi. C'est pas du tout les plus intelligents qui réussissent au concours, c'est les plus malins, ceux qui apprennent un peu à la fin du sujet à gratter des points en maths, ceux qui arrivent à justement faire 20% des efforts, 80% des résultats. C'est vraiment ça qui fait la différence plus que être un génie et c'est pas du tout suffisant. Juste travailler de manière sérieuse et tout va se passer. Tout à fait. Puis les génies, souvent, ils ont été habitués à avoir de super notes avec très très peu de travail personnel et souvent quand ils arrivent en prépa, ça fait mal parce que malheureusement le niveau comme il est élevé, même les génies ont besoin de travailler et ils ont du mal justement puisqu'ils n'ont pas été habitués à travailler. Donc voilà, pas croire que tout se passe au niveau de l'inné et que si tu as de bonnes notes en maths, c'est parce que tu as toujours été bon en maths. Voilà, pas du tout le cas. Mais voilà, bon courage à tous à trouver justement ces méthodes. Et pour conclure cette petite interview, voilà, tu as dit au début du podcast que tu étais à l'ESCP maintenant. Voilà, donc parle-nous peut-être un peu de comment ça se passe à l'ESCP et puis des projets que tu as eu le temps de développer. Parce que quand on est en école, quand même, on revit et on a enfin le temps d'avoir des projets à côté. Voilà, donc parle-nous un peu de tout. Ok, donc globalement, mon parcours en première année, c'était vraiment de la vie en école, faire un peu les soirées, vraiment faire des amis aussi grâce à l'école. Et en deuxième année, du coup, directement, je suis parti à l'étranger à Londres. Ça s'est très bien passé, un petit échange, enfin pas un échange, mais dans le campus à Londres de l'ESCP. Vraiment, j'ai trop aimé Londres, je me vois tellement y à l'avenir. Et ensuite, je me suis concentré tout le long. J'avais mon projet de
transmettre, de donner des cours, d'être dans la continuité de la prépa parce que j'ai beaucoup appris et ça me tenait vraiment à cœur de partager tout ça. Et dès que je suis retourné de Londres, je me suis dit autant faire exploser ça, faire un petit compte Instagram et partager toutes mes astuces comme ça à tout le monde. Et ensuite est venu le site Parationnel. Et aujourd'hui, là, je commence à la rentrée à enseigner aussi, comme je vous ai dit au début, en fac de cybersécurité pour les maths et tout. Donc franchement, ça me tient vraiment à cœur de transmettre les savoirs que j'ai acquis, surtout au niveau des maths. Donc voilà, globalement, très épanoui en école. Il me reste encore une année et aussi potentiellement une césure à faire. Je vais voir comment je peux caser ça et tous mes projets, mais en tout cas, je suis vraiment épanoui en école. Eh ben super. Écoute, comme vous pouvez le voir, hein, après quand on rentre en école, il te reste beaucoup de temps pour développer un peu les passions que tu peux avoir. Ça aussi c'est bien parce que c'est vrai que avec 2 ans de prépa ou 3 ans de prépa, tu mets un peu tout de côté. Voilà. Donc après toi, t'es quand même un profil assez atypique parce que c'est bien d'avoir aussi des étudiants qui arrivent à avoir des super écoles et de quand même vouloir pas prendre le chemin traditionnel et se lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi je trouve que c'est top. Mais finalement, il y en a quand même de plus en plus. Ouais, je pense qu'il y a de plus en plus l'accent qui est mis sur l'entrepreneuriat en école de commerce avec les incubateurs des écoles et c'est quelque chose qui, je pense, attire, j'espère en tout cas de plus en plus les étudiants. Moi, je me voyais pas trop. J'ai essayé pourtant, hein, j'ai fait spé finance d'entreprise et aussi un stage en conseil en strat, mais vraiment, je me voyais pas beaucoup dans le salariat comme ça. Que vraiment, ce qui me plaît, c'est l'entrepreneuriat et à voir si je fais un peu de VC, du venture capital pour rester en phase avec mon background de commerce, mais idéalement, je voudrais complètement me lancer avec. Ok, super. Écoute, je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Encore merci pour cette interview. Je pense qu'avec cette vidéo, on va pouvoir aider pas mal d'étudiants qui se posent un peu des questions sur leur méthode de travail. Et voilà, je vous dis à très bientôt les taffeurs et bon courage pour la suite. Ciao, ciao. Ciao.